Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique spécialiste reconnue dans sa discipline apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité s'il en est. On va parler du marché du travail et plus particulièrement du rôle de la formation professionnelle et du diplôme sur le marché de l'emploi. Je rappelle effectivement que il y a actuellement en France, le chômage touche 10% de la population active mais également 20% de la population des moins de 25 ans. Alors dans une émission précédente, nous avons parlé de l'héritage et du patrimoine matériel des ménages. Donc si on se réfère à la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, le père fait par son héritage comprendre à ses héritiers que le vrai trésor n'est pas dans la richesse cachée, dans le sol, mais dans le travail. Alors qu'aujourd'hui, on va donc parler du travail, et donc on va parler donc d'une dimension humaine de la richesse individuelle, à savoir ce qu'on appelle le capital humain. Enfin, le capital humain, pour reprendre un jargon d'économiste ou de sociologue, ce capital humain qui représente l'ensemble des compétences et des aptitudes individuelles qui, lorsqu'on offre sa force de travail sur le marché de l'emploi, permettent de percevoir une rémunération correspondant à sa valeur. L'économiste parlera de valeur de marché. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler avec notre invité aujourd'hui. Alors la nature de ce capital humain est plurielle. Alors ça peut être un physique agréable pour un mannequin, même si Claudia Schiffer affirmait que la vraie beauté était intérieure. Ça peut être le talent pour un footballeur, qui selon certains ne devrait pas être taxé marginalement à 75%. Du savoir-faire pour un chef cuisinier, puisque effectivement la cuisine est très à la mode à la télévision actuellement. Alors, néanmoins, pour le vulgum pecus, c'est déjà un bon diplôme. Bourdieu parle de capital scolaire ou une bonne formation professionnelle, une certaine expérience. Je me souviens d'une ancienne publicité qui vantait cette variété de la richesse humaine quand un instituteur de la vieille école tensait un futur et très célèbre fabricant de couverts dont il découvrait les dessins réalisés en catimini. Ce n'est pas comme cela que vous y arriverez dans la vie, monsieur Guy Machin, lui prédisant les pires difficultés d'une carrière sans diplôme. Alors on va voir si c'est vrai avec notre invité. Pour parler de tout cela, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Pascal Caillot. Pascal est directeur du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur l'emploi et la qualification. Le CEREC est hébergé par la Maison des sciences de l'homme qui, je vous le rappelle, est à l'origine de cette émission. Pascal est chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. C'est un juriste en droit du travail. Ses travaux portent sur le droit de la formation professionnelle, des diplômes et des certifications professionnelles en France et en Europe. Donc je vais lui laisser la parole, je vais lui lancer donc quelques moments pour se présenter et pour présenter donc le CEREC et ses activités. Bonjour, merci de votre invitation. Alors le CEREC, qui signifie Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications, ou sur les qualifications, a un peu changé de sens, est un établissement public national qui actuellement est basé à Marseille et qui travaille sur la relation formation-emploi. Il passe des conventions avec les universités et le CNRS pour établir des centres régionaux destinés à travailler sur la question de la relation formation-emploi en région. Actuellement, il y a 16 centres en France, dont un à Nantes. Qu'est-ce que vous entendez par relation formation-emploi ? Alors, relation formation-emploi, il va s'agir d'étudier aussi bien des professions, des formes d'emploi, que la place de la formation pour l'accès à ces professions, des diplômes de formation initiale ou de la formation continue, sous cet angle-là, commandité par des collectivités locales, par exemple, ou par des ministères qui sont parfois à l'origine de nos contrats de recherche. C'est une sorte d'adéquation entre le marché du travail et le marché de la formation, non ? Pas forcément. Le CEREC a été longtemps investi dans la théorie adéquationniste et je pense on est quand même revenu largement. Donc par exemple, nous avons mené il y a quelques années, ça s'est achevé il y a 1 an et demi, une étude sur la professionnalisation des services d'aide à la personne, qui est un sujet on ne peut plus d'actualité, financé aussi bien par le département que par la région, qui tous les deux y voyaient un intérêt, la région pour les questions de formation et le département qui est en charge de l'aide sociale. Donc il s'agissait d'étudier notamment ce qu'on appelle les niveaux 5 de qualification, c'est-à-dire niveau CAP, BEP,
et leur insertion dans le marché du travail des services d'aide à la personne, gisement d'emploi. D'accord. Et au niveau donc, quelles sont les articulations avec la Maison des sciences de l'homme, parce que je vois qu'en plus vous êtes un centre multidisciplinaire, donc je pense que votre approche n'est pas uniquement juridique, elle est aussi sociologique. Non, elle est juriste, sociologique, voilà. Quelques sciences de l'éducation, pas d'économistes à l'heure actuelle dans notre équipe, mais on travaille beaucoup avec le centre de Rennes qui lui est rattaché à un laboratoire d'économie et qui est dirigé à l'heure actuelle par le professeur Ballet. Oui, d'accord. Et donc au niveau local, il y a une demande précise au niveau des recherches qui sont demandées par le. Alors les deux en fait. Il y a une démarche parfois de réponse à des appels d'offres. La région émet régulièrement des appels d'offres. Donc nous venons de répondre à un appel d'offres intitulé Expertise en région, dans lequel nous avons proposé un projet qui s'appelle le projet Étape, où il s'agira d'étudier des trajectoires professionnelles, notamment au regard d'un dispositif particulier qu'est l'école de la seconde chance. Et les travaux seront menés par une jeune docteure en sociologie, Caroline Mazot. Nous avons aussi des travaux sur initiative propre, c'est-à-dire que les services d'aide à la personne, il ne s'agissait pas de répondre à un appel d'offres, mais Valérie Gossaume, qui est ingénieure dans notre équipe, souhaitait travailler sur ces questions-là, avait bien perçu le caractère d'actualité de ce champ-là, et donc est allée chercher auprès des collectivités locales des subventions pour financer ce type de recherche, en montrant l'intérêt que ces collectivités pouvaient avoir à une telle recherche. D'accord. Donc aujourd'hui, donc, quelle est votre actualité alors, Alors l'actualité de notre équipe, c'est le projet Étape, donc déjà qui commence. Nous allons avoir des travaux aussi qui vont être menés avec le centre de Rennes autour de la question des marins et de la formation. Nous allons avoir, la région nous a contacté également aussi pour l'évaluation de certains dispositifs de formation des salariés pour les armées face à la crise. C'est un dispositif régional qui avait été lancé il y a quelques années et pour lequel la région nous a demandé éventuellement s'il était possible de faire une étude de trajectoire. Nous avons également des études par contre qui ne sont pas locales, qui sont nationales, puisque nous avons répondu à un appel d'offres du ministère du Travail autour de la question de la place des diplômes dans les classifications des conventions collectives. Vous savez que dans l'emploi, dans le salariat, il y a une organisation de la norme au niveau local en convention collective dans lesquelles il y a des classifications qui permettent de classer les emplois. Et donc aujourd'hui se pose la question de savoir est-ce que les diplômes, que ce soit ceux de l'éducation nationale, mais également d'autres ministères, sont encore des référents du niveau de connaissance exigé des salariés pour tenir un emploi, pour tenir un poste. Est-ce que les négociateurs, est-ce que les partenaires sociaux font encore référence aux diplômes dans l'évaluation des emplois en France? Ah oui, d'accord. Donc et alors vous avez on commence. Vous commencez. On commence. On n'a pas encore. On a quelques chiffres, mais on constate que de plus en plus de conventions collectives de branche ne font pas de référence explicite au diplôme. C'est-à-dire que le diplôme ne rentre pas. Rentre de moins en moins. Voilà. Rentre de valorisation. Moins en moins contrairement à ce que je disais dans l'introduction, le diplôme ne serait pas. De moins en moins une norme collective d'évaluation de l'emploi pour déterminer les niveaux de rémunération des salariés en France. D'accord. Mais l'étude doit se terminer en septembre. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas forcément la perception qu'on en a, quoi. Bon, enfin, surtout dans notre milieu où effectivement le diplôme. Regardez si dans la fonction publique, par exemple, le diplôme est quand même quelque chose d'important pour la rémunération. Complètement. C'est toute la différence entre le système des différents statuts d'emploi en France. Et donc, qu'est-ce qui rentrerait dans la rémunération alors s'il n'y a pas le diplôme? Alors là, c'est sous l'angle de normes collectives, c'est-à-dire comment on classe les emplois en général dans une branche. Après, il est évident, des travaux depuis longtemps ont montré quand même que le diplôme est quand même l'outil utile pour être présélectionné. Pour être présélectionné, oui, c'est ça. Ouais, vous avez un très très bon ouvrage de Tristan Poulawek qui est sorti sur le diplôme Ardennais faible. Parce que c'est ce qu'on dit de plus en plus. Par exemple, c'est vrai que si on parle du baccalauréat, si on regarde l'évolution historique du baccalauréat, j'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo, il y avait quoi, dans les années 40, il y avait quoi, 20% d'une génération qui avait le baccalauréat. Dans les années 70, on arrivait à 30%. Donc aujourd'hui,
Au milieu des années 90, je crois qu'on était à 60%. Bon, après, effectivement, avec l'apparition aussi des bacs professionnels. Aujourd'hui, bon, l'objectif affiché, c'est 80%. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander, alors, avoir le bac, donc, à une période donnée, c'est pas forcément avoir le bac aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, effectivement, à partir du moment où on affiche un objectif qui est que 80% des gens arrivent au bac, c'est vrai que ça devient plus discriminant, quoi. C'est le fait que, justement, c'est de ne pas l'avoir qui pose un véritable problème. Donc, il y a notamment le problème de l'exclusion. Oui. Il y a beaucoup de travaux dans nos disciplines autour de la place du diplôme, quels sont les diplômes, mais je pense des travaux sur les 100 diplômes pourraient être menés aujourd'hui. Je fais référence par exemple à un titre de colloque qui avait été mené dans les années 80 sur les sans-emploi et la loi, et je me demande si on pourrait pas se poser la même question aujourd'hui, les sans diplômes et les statuts ou les situations. C'est eux qui seraient les vrais exclus alors, voilà. À ce moment-là. Ouais. Mais alors attention, dans ce travaux, nous abordons la question du diplôme sous un angle collectif, c'est-à-dire de normes collectives de classement d'un emploi, pas d'attribut individuel salarié qui arrive toujours à le valoriser. Ouais. Mais par contre, la perte de signal d'un diplôme comme norme collective est quand même très importante à l'heure actuelle et montre une tendance au fait à la séparation des deux mondes, monde éducatif, monde productif. C'est quand même lié, je pense. Oui. Mais alors donc quel est justement qu'est-ce qui rentre en compte dans ces classifications? Alors si c'est pas le diplôme. Alors il existe plusieurs types de classifications sur lesquelles on pourra peut-être revenir tout à l'heure, où la place du diplôme varie lorsque le diplôme est présent. D'accord, on abordera ça dans la deuxième partie de l'émission. Merci Pascal. Walking home on Pike and Broadway like a loving queen perched on her asphalt throne. She ruled the corner firmly like a mother to her child, like a lover to a daydream, or as magic tricks will rule a smile. Taxi as her neighbor screamed and fought. The Shell station was her kingdom, her castle was the parking lot. She wondered if one day she'd find a king to keep the drunks at bay, a gentle oil puddle that would never wash away. She was born from an old engine that had never really been maintained, a broken home beneath a hood that leaked each time it rained. On a sidewalk by a Texaco on eastern Staten Island. They never lived to learn that their daughter had become royalty. A hardworking employee scrubbed their bodies to the street. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, vous êtes bien dans les causeries de la MSH. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec Pascal Caillot du CEREC.
qui nous parle de diplômes, de formation professionnelle et de marché de l'emploi et du marché du travail. Donc dans la première partie de l'émission, donc on a parlé de classification et Pascal nous a dit qu'effectivement que le diplôme n'était plus forcément aussi discriminant qu'à l'époque qui l'a précédé. Donc on va rebondir un petit peu sur ce thème et donc on va parler donc de ces classifications et donc qu'est-ce qui peut rentrer à part le diplôme dans ces classifications et notamment donc en vue d'une éventuelle, enfin d'une grille des rémunérations. Alors là, il faut faire un petit peu d'histoire. Ah oui. Les partenaires sociaux ont récupéré le droit de classer les emplois seulement à partir de 1950, une fois qu'ils ont récupéré le droit de fixer les salaires. Le modèle de classification qui a été élaboré... Donc classer un emploi, ça veut dire donc... mettre en correspondance une description d'emploi et un salaire. Et un salaire, voilà. Ça... et garantir donc un niveau collectif de rémunération. Le système qui a été choisi à l'époque a été la reprise d'un certain nombre d'arrêtés du gouvernement qu'on a appelé les arrêtés parodie croisat, dans lesquels on décrit l'emploi de façon précise et on met en face un salaire. Donc chaque branche, chaque convention collective de branche avait cette description d'emploi et chaque entreprise recrutant un salarié faisait référence à la description d'emploi et appliquait le salaire, sachant que c'était le salaire minimum. Donc la négociation, elle n'est pas individuelle, elle répond à la négociation collective de branche. Donc ça, c'était intéressant par rapport à ce que je disais au départ aussi, par rapport au soi-disant marché du travail, que les économies sont en tête, quoi. Donc voilà. Et à l'époque, le diplôme est un élément important dans la société de la France de l'après-guerre, notamment le CAP. D'accord. Le CAP qui s'est structuré au niveau national. Donc on établit une sorte de score pour oui, voilà. On a une description d'emploi et on a un coefficient en face et ce coefficient renvoie à un point de rémunération. Donc le diplôme a perdu de son importance. Alors après les années 60 et des négociations qui ont suivi le protocole de Grenelle de 68, certaines branches et les plus importantes se sont lancées dans un nouveau type de grille qu'on a appelé les critères classants, dans lesquels, en fait, on définit un certain nombre de critères, renvoyant ensuite à chaque entreprise le soin de classer ces emplois en fonction des critères. Ce que vous appelez branche, c'est donc... Alors, métallurgie. Alors, une des premières, c'est métallurgie. Il y a le secteur qui est plusieurs branches des industries agroalimentaires. Vous allez avoir la chimie, le pétrole, enfin, toute une série de branches. Alors pas le pétrole, pardon. Les premières que j'ai citées se sont lancées dans des renégociations de classification pour aboutir à non plus une description d'emploi, mais l'élaboration de critères, niveau de connaissance, pénibilité du travail, autonomie, responsabilité. Bon. Et à chaque entreprise de décliner ces critères pour classer ses emplois. C'est-à-dire qu'on renvoie après la rémunération au niveau de l'entreprise. Ce qui finalement change la donne. La structuration est beaucoup moins collective. Donc les négociations collectives donnent le cadre et après à charge de chaque entreprise d'ajuster un petit peu la rémunération. Tout à fait. D'accord. Et alors la question c'est quelle place pour le diplôme à ce moment-là. Voilà. Le diplôme se retrouve souvent comme étant un niveau général de connaissances au titre du critère des connaissances requises pour un emploi. Ça n'implique pas que le salarié doive le posséder. On exige de lui un niveau minimum de connaissances. Bon. En même temps, la loi avait, dans tous les cas, dit aux partenaires sociaux, vous devez quand même mentionner les diplômes dans les conventions collectives de branche pour classer les emplois. Donc, par ce biais-là, on voyait les diplômes apparaître. Depuis 2008, la donne a changé à l'occasion de la réécriture du Code du travail. En théorie, cette réécriture devait se faire ce qu'on les juristes appellent à droit constant. C'est-à-dire que on a habilité le gouvernement et donc l'administration derrière à recodifier les textes du droit du travail sans changer le fond. Bon. Sauf qu'on découvre petit à petit que beaucoup de choses ont été changées, soit par maladresse, soit par incompréhension, mais on a des normes qui ont changé à l'occasion de cette réécriture. Et notamment, on a vu qu'en 2008, on a supprimé, à l'occasion de la recodification, l'obligation de faire figurer les titres et les diplômes dans les classifications des emplois. Sans que ce soit justifié, sans qu'il y ait débat, puisque c'est une ordonnance, donc ça échappe au Parlement, il n'y a pas de débat autour de cette question. Et un des objectifs du contrat de recherche que je citais dans la partie précédente de l'émission, ça va être aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on a enlevé cet élément du Code du travail, qui l'a fait, est-ce qu'il s'agissait d'une volonté réelle de supprimer les diplômes dans les conventions collectives de branche au titre des classifications, ou est-ce qu'il y a eu une maladresse dans la réécriture de la norme par l'administration centrale
qui n'avaient pas envisagé les effets que cela pouvait avoir. Donc voilà l'ensemble des travaux que nous sommes en train de mener sur cette question-là. Et donc ça implique de regarder les 180 conventions collectives de branche qui ont renégocié leur classification depuis 2005 sur les 700 qui existent en France. D'accord. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. S'il n'y a pas le diplôme, alors comment on évalue donc comment on évalue la rémunération, donc s'il y a pas le diplôme, donc c'est alors aujourd'hui c'est par rapport à l'emploi, quoi. Alors dans tous les cas en France, ça a toujours été dans le droit du travail des salariés, l'emploi qui rémunère. Jamais la formation. C'est pas la formation qui donne droit à la rémunération. Ça a toujours été l'emploi, ça a affirmé depuis par la Cour de cassation depuis les années 30. La seule question, c'était, pour évaluer cet emploi, est-ce qu'on pouvait utiliser le diplôme ? C'est ça. C'était très fort dans les années 50, 60, 70, et ça a changé au milieu des années 70, et c'est en train encore de changer. Il y a des cycles de 25 ans, semble-t-il, qui se dessinent en termes de négociation dans les années 2000, puisque pour le moment, les quelques conventions collectives que nous avons commencé à étudier sur ces conventions collectives, on constate que 30% maintenant ne font plus référence à aucun diplôme. D'accord. C'est intéressant parce que on voit bien. Donc, moi, je suis économiste, hein, donc effectivement, j'ai tiré un peu la couverture à moi au début. C'est-à-dire, quand on parle de marché du travail, bon, c'est la correspondance entre une offre et une demande. Et effectivement, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas forcément le diplôme. C'est vraiment, c'est savoir si l'individu correspond à l'emploi offert, etc. Donc, ça correspond davantage à ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est pareil. Tirons encore la couverture à nous. C'est-à-dire que quand on regarde nous, justement, dans le milieu de la recherche, par exemple, on voit que à travail identique, les rémunérations ne sont pas forcément identiques. C'est-à-dire le diplôme joue énormément à ce moment-là. Et là, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est vrai. Alors dans le secteur privé, si tout un contentieux est en train de se développer depuis quelques années devant la Cour de cassation sur l'application du principe à travail égal, salaire égal. Quelques arrêts font rentrer les questions de diplôme. Est-ce qu'une différence de diplôme peut justifier des différences de rémunération à travail identique ? Et la Cour de cassation est très stricte là-dessus. C'est le travail qui rémunère, et les différences de diplôme ne peut à elle seule justifier une différence de rémunération si la prestation de travail est la même. Donc, alors l'arrivée de ce type de contentieux et le corollaire du phénomène de disparition du diplôme comme norme collective, j'entends bien, j'insisterai toujours les parents à envoyer leurs enfants avoir des diplômes. C'est vrai, on a bien compris le principe, c'est-à-dire que c'est l'emploi, effectivement, c'est les caractéristiques de l'emploi qui fixent la rémunération, mais après, de toute façon, le diplôme sert à accéder à la possibilité. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Bien sûr, mais ça traduit donc quand même un mouvement d'individualisation de plus en plus des questions de formation dans la relation de travail, où cette disparition de normes collectives met le salarié, le candidat à un emploi, seul face à son employeur de plus en plus, sur la valorisation de ses titres de formation, de ses diplômes, mais également de son expérience, sans avoir l'aide de ces références collectives qu'étaient les classifications les classifications existent toujours, mais la place du diplôme n'y étant plus garantie, elle n'aide plus le jeune candidat de la même façon. Alors, ça va poser forcément derrière, après, les questions au cours de sa vie professionnelle, comment peut-on acquérir de nouveaux diplômes ? Est-ce qu'on est cantonné par les diplômes de la formation initiale ? Voilà. Donc ça, c'est une deuxième dimension de recherche. Il y a justement la reconnaissance de cette formation continue, juste aussi. Donc, alors, on est en pleine évolution depuis le début des années 2000, puisque depuis 2002, on en est quand même à 3 lois autour des questions de formation professionnelle et 2, ce qu'on appelle des accords nationaux interprofessionnels. Donc on appelle formation professionnelle, on est là dans la formation professionnelle continue. C'est-à-dire le fameux droit à la formation tout au long de la vie. Là, tout à fait. Donc on a quand même eu 2 accords des partenaires sociaux en 2003 et en 2009, 3 lois importantes en 2002, 2004 et 2009 qui sont venues justement traiter de cette question de la formation tout au long de la vie, de la place de la formation et des diplômes également. À titre d'exemple, je citerai la loi de 2002 qui a reconnu le droit à la validation des acquis de l'expérience, qui permet à un salarié non diplômé de se servir de son expérience professionnelle en vue d'obtenir un diplôme et de la faire reconnaître sans passer par la formation. Alors en 2003-2004, à la demande des partenaires sociaux, est rentré est arrivé dans le droit français le concept de formation
professionnelle tout au long de la vie. Ce qui est une mauvaise traduction du concept anglais de lifelong learning, très restrictive dans son approche, puisqu'elle se cantonne à une formation que professionnelle et tout au long de la vie professionnelle, alors que le lifelong learning envisage une dimension beaucoup plus vaste de la formation, pas seulement professionnelle et pas seulement au cours de carrière. Mais en droit français, donc on a aujourd'hui le concept de formation tout au long de la vie qui est rentré dans la loi en 2004 et est arrivé un nouveau droit qui s'appelle le droit individuel à la formation, qui est censé, qui a été promu par les signataires de l'accord et par les législateurs comme étant un nouveau droit pour les salariés et sur lequel on aurait beaucoup à redire, puisque une analyse du dispositif montre que c'est tout sauf un droit, puisque la mise en œuvre de ce dispositif nécessite impérativement l'accord de l'employeur qui a un droit de veto sur ce droit-là. Donc un droit A dans lequel il y a un veto de l'employeur n'est pas un droit A. J'aurais préféré qu'on appelle ça procédure individuelle d'accès à la formation, mais piaf, ça fait pas sérieux aujourd'hui. Il vaut mieux dire DIF. D'accord. Donc, parce que, quand on parle donc justement de cette formation tout au long de la vie, c'était aussi, on en a entendu parler de temps en temps, c'est-à-dire le droit donc à arrêter sa carrière et de pouvoir donc se former, etc. C'était ça. Mais effectivement, si vous dites que donc l'entreprise a un droit de veto, effectivement, ça correspond à un droit qui est limité. Donc, on va terminer cette deuxième partie de l'émission et dans la troisième partie, on abordera des questions plus européennes. Radio Nantes, les causeries de la MSH.
Nous recevons aujourd'hui Pascal Caillot du CEREC et qui nous parle donc de marché du travail, de la formation professionnelle, du diplôme. Donc dans la précédente partie de l'émission, donc on a parlé donc de formation professionnelle continue et notamment du droit entre guillemets, puisque vous avez dit qu'il y avait c'était pas forcément un droit, du droit à la formation. Alors vous vouliez revenir un petit peu là-dessus. Oui, l'un des problèmes que connaît notre système est qu'il a été pensé dans un autre contexte que celui que nous connaissons aujourd'hui, puisque l'essentiel de notre dispositif de formation continue en France vient d'une loi de 1971, donc d'une société dite de plein emploi. Le problème, c'est qu'on a donc en France maintenant un système qui est complètement étanche par situation d'actifs. On a un système pour les agents publics, on a un système pour les salariés du secteur privé, on a un système pour les demandeurs d'emploi qui fait aujourd'hui l'objet de débats, et on a un système pour les indépendants. Or, aujourd'hui, on a un discours autour de rupture de continuité professionnelle, de transition professionnelle, de changement de situation d'emploi, en disant écoutez, vous aurez pas forcément le même emploi toute votre carrière, vous allez changer de situation, vous deviendrez peut-être indépendant, on parle du statut d'entrepreneur, on parle de portage salarial, de nouvelles techniques. Le problème, c'est que les droits à la formation, eux, ne suivent pas. C'est-à-dire tout changement de statut, à quelques exceptions près, mais vraiment dérisoires, entraîne une remise à zéro des compteurs du droit de chacun à la formation. C'est-à-dire, vous quittez votre entreprise, vous n'avez plus de droit sur le plan de formation de cette entreprise. Vous quittez cette même entreprise, votre fameux droit individuel à la formation, on le remet en principe à zéro, sauf un nouveau système depuis 2009 qu'on appelle la portabilité, c'est un affreux mot, du droit individuel à la formation, mais qui se traduit par un droit à la formation de 1 000 € à peu près, ce qui finance pas grand-chose dans le monde de la formation continue. On devient demandeur d'emploi, c'est quasiment pareil, on perd tous ses droits à la formation, on devient indépendant, tout est à regagner et tout est à cotiser. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre système aujourd'hui quand on pense formation tout au long de la vie, c'est ces ruptures de situation professionnelle qui entraînent des ruptures de droit à la formation. Il n'y a aucun projet qui viserait justement à accumuler des points, enfin une sorte de droit à la formation par points. Alors ça fait l'objet un peu comme ce qu'on fait pour la retraite par exemple. Pas sous cette forme-là. Ça fait l'objet de débats depuis maintenant bien 15-16 ans, peut-être même presque 20 ans, puisqu'on a commencé à en voir se dessiner les traits au travers du rapport Boissonnat, du début des années 90 et surtout du rapport Suppiot dans la deuxième partie des années 90 sur la question d'un état professionnel des personnes, où les droits à la formation figureraient dans ce statut de l'actif. Une sorte de carnet d'épargne de la formation. Non, alors, après, pas forcément carnet d'épargne, parce que tout dépend comment il est abondé et financé. Et là, on voit les optiques complètement diverger. En 2002, au moment des présidentielles, ça aurait pu être un des débats du second tour, si ça avait été celui qui avait été annoncé par les instituts de sondage au départ. Mais vous aviez deux projets. Et on retrouve toujours cette césure. D'un côté, l'idée de capitalisation individuelle de droits pour aller en formation, alors qu'on abonde en termes de temps de congés, mais également avec des primes, chacun constituant son compte. Et de l'autre côté, vous avez l'idée d'un droit général ouvert à tous, ce qu'Alain Suppiot appelle un droit de tirage social. C'est ça. Où c'est votre situation de départ, votre niveau de qualification de départ, votre carrière qui se construit, qui déclenche ce droit, mais qui est financé aussi bien par les régions, par l'État, par les partenaires sociaux, par chacun, des impôts communs. Alors les partenaires sociaux ont rebondi sur cette idée. Dans le droit de tirage social, réexpliquer un petit peu Alors l'idée du droit de tirage social, oui, parce que ça fait pas mal de bruit effectivement. Oui, c'est l'idée que on a un droit que chacun peut user à un moment donné de sa carrière. Alors droit de tirage parce que chacun décide d'utiliser quand il veut, social parce qu'il a abondé par l'ensemble des acteurs du marché du travail et des collectivités publiques. Les partenaires sociaux ont, dans leurs deux derniers accords importants de 2003 et 2009, mis l'accent sur un tel dispositif qu'ils avaient appelé formation qualifiante différée. Alors, pour faire court, c'est moins votre niveau de formation est élevé, plus vous avez un droit dans le futur. Et donc l'idée était de permettre... l'idée derrière, c'est une redistribution, quoi. Tout à fait.
Mais derrière, cela pose un problème de financement, parce que les partenaires sociaux, donc employeurs et représentants des salariés, disent est-ce à nous de financer seuls le rattrapage de ce qui aurait échoué en formation initiale. L'État et les régions disant attendez, si c'est pas des demandeurs d'emploi, ça ne nous concerne pas, disent les régions, et l'État disant moi je n'ai pas en charge la formation des salariés tout au long de leur vie, ça ressort du financement des entreprises ou des régions s'ils sont demandeurs d'emploi. Donc on a un renvoi de balle sur ce type de financement. Ce sera en même temps une énorme usine à gaz à monter d'un point de vue financier, mais ça pose bien le problème que l'on rencontre lorsqu'on veut mettre en place un système de formation tout au long de la vie. C'est finalement qui en assume la charge financière derrière. Toujours le même problème. Oui. Alors, on va peut-être aborder un aspect différent de vos activités. Alors, vous êtes impliqué dans une recherche européenne, donc qui concerne donc l'emploi des femmes et le marché du travail dans les régions en Europe. Donc, c'est un projet qui s'appelle FLOWS. Donc, voilà. Donc, quelques mots sur ce projet avant qu'on aborde un petit peu son contenu. Alors, FLOWS est un projet qui a commencé maintenant depuis 14 mois. Qui a été monté suite à un précédent projet européen dirigé par quelqu'un que vous avez reçu ici, oui, qui est Denis Bouget, qui s'appelait Recove. Et donc là, c'est un beaucoup plus petit projet, beaucoup plus petit. Le projet FLOWS a dans l'idée de comparer les politiques locales menées dans 11 villes européennes, concernant 3 angles particuliers: la prise en charge des personnes âgées, la garde des enfants et la formation professionnelle, et de voir donc comment ces 3 politiques peuvent éventuellement favoriser la place des femmes sur le marché du travail. Alors non pas en gisement d'emploi, parce que souvent on pense s'occuper des enfants ou s'occuper des personnes âgées, c'est des gisements d'emploi pour les femmes. Mais là, c'est pas seulement ça, c'est comment permettre aux femmes d'avoir accès à ces services pour, elles, retrouver un emploi. C'est ça, c'est du côté de l'offre, oui. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur justement sur le taux d'activité des femmes dans les pays non, alors bon, l'idée qui a été, c'est d'essayer de comparer 11 villes de même niveau dans le cadre des perspectives de Europe 2010 puis Europe 2020, avec un taux d'emploi des femmes à peu près similaire entre 60 et 70%. Alors taux d'activité, pas taux d'emploi. Donc, est-ce qu'il y a des grandes différences entre, par exemple, on n'a pas encore tout mesuré. Hein. Les principaux modèles, qu'on a en tête, dont on a parlé avec Denis Bouget, parce que là, ça recoupe aussi un sujet qui est donc les différences, donc dans les différences d'état-providence, quoi. On voit bien. Je pense que derrière ça, il va y avoir, ça va réapparaître avec, pour résumer, donc si on reprend la classification d'Espin Andersen, avec d'un côté, vous avez donc les sociodémocraties du Nord, de l'autre côté, à l'autre extrême, vous avez donc les États un peu libéraux, anglo-saxons, et puis le troisième groupe qui donc ce qu'on appelait donc basé plutôt sur une plus familialiste, quoi, de l'Europe continentale. Donc je pense que ça va, ces politiques locales vont traduire un petit peu ces différences de philosophie. Non? Alors c'est à voir, parce que justement le but de ce projet est de montrer finalement en quoi l'action des collectivités locales peut éventuellement modifier des choses. Est-ce que, quel que soit le mode d'intervention des collectivités locales, on retrouve le grand schéma national du pays auquel la ville étudiée appartient. Donc dans ce travail-là, dans ce projet-là, on va comparer des villes assez différentes, comme Hambourg. Hambourg, par exemple, on a Leeds au Royaume-Uni. En Espagne, on a Terrassa qui est à côté de Barcelone, donc on va avoir Nantes, mais on va avoir aussi des communes une ville en Estonie, on va en avoir une aussi en Hongrie. Pardonnez-moi, j'ai pas retenu le nom exact de ces communes. L'idée est vraiment de comparer ces 11 villes. Alors au Danemark, on a Aalborg, pas oublier Danemark qui pilote ce projet. Dans le cas, est-ce que dans toutes ces villes, il y a la même politique ou il y a des politiques qui sont différentes alors? Alors c'est le but du projet. On n'est qu'au début. On part sur des situations de taux d'activité quand même assez équivalents, et il s'agit de voir justement l'impact des politiques locales. Alors la France se retrouve dans une situation un peu problématique, puisque
ceux qui ont élaboré le projet, à savoir l'équipe danoise et l'équipe allemande, ont pensé essentiellement la place de la collectivité locale comme étant la place de la commune. Puisque dans le système danois, entre la commune et l'État, il n'y a rien. Et dans le système allemand, il y a les Länder. Le seul problème, c'est qu'Hambourg est un Land à lui tout seul, c'est-à-dire que c'est une ville-État. Alors Länder, ce sont les États allemands. Les États allemands. Ce sont les États fédérés de l'Allemagne. Donc, essentiellement, les promoteurs du projet sont sur deux niveaux, la cité et l'État. Le problème, c'est qu'en France, on va se retrouver sur différents niveaux d'intervention. Si je prends le cas de la garde d'enfants, on va se retrouver sur le niveau d'intervention de la commune. Si je prends le cas de la prise en charge des personnes âgées, c'est la question de la solidarité, c'est le niveau du département. Et si je prends la formation professionnelle, c'est la région. Donc là où on a peut-être des difficultés, d'ailleurs, on en est qu'au début du projet, mais c'est faire comprendre à nos partenaires européens il va falloir penser le système français, mais les Espagnols ont la même situation avec la place de la Catalogne, avec d'autres collectivités locales et d'autres actions de collectivités publiques que les communes. Donc il faut arriver à trouver le langage commun dans ce type de projet pour voir s'il y a des différences au niveau des politiques locales. Alors après, la classification d'Esping Andersen est assez intéressante, mais c'est là où il faut faire très attention dans la façon dont on la présente, puisque le modèle français est présenté comme un modèle classé de conservateur dans cette présentation d'un point de vue familial. Alors quand on étudie les politiques locales sous ces trois angles, on est dans le cas de Nantes, dans la situation de trois collectivités locales qui, elles, sont gouvernées par des coalitions plutôt de gauche. Donc, alors il faut faire attention entre la classification politique et la présentation en regard des régimes locaux politiques locales qui sont étudiés. Non, bon, la classification des pays Andersen, elle est pas, je pense pas qu'elle soit intéressante pour classifier chacun des pays. C'est plutôt donner des grandes tendances, etc. Donc c'est vrai que entre des systèmes qui sont plus basés sur intervention de l'État, d'autres plus sur la famille elle-même et d'autres sur le marché, quoi. C'était un peu ces trois dimensions-là. Enfin je caricature, mais c'est un petit peu ça. Donc c'était dans ce sens-là. Bon, c'est vrai que après, en France, c'est pas uniquement familialiste, il y a aussi une part du marché, il y a aussi une part de... Donc, c'est vrai que et donc, quels sont la motivation de ce projet, c'est donc... La motivation, c'est de voir justement, est-ce que les politiques locales ont un réel impact sur le taux d'emploi des femmes à travers ces trois approches, garde d'enfants, prise en charge de personnes âgées et formation professionnelle. Donc, on a une partie à la fois qualitative sur la description des systèmes locaux, au niveau de présentation des systèmes de chaque collectivité, et on va avoir une grosse partie quantitative puisque dans le projet, il va y avoir une enquête menée auprès de 800 femmes sur Nantes, par interview téléphonique. Parce qu'en face à face ça risque d'être long, mais pour savoir s'ils ont bénéficié de tel et tel dispositif, et est-ce que ça les a favorisés dans leur accès à l'emploi ou dans le fait de retrouver un emploi. Merci Pascal.
tasting the sweet unknown. If it feeds her candy, she'll follow home. Make your claim, she's legal to yours, but she shares your name. Don't lose control, 'cause you're scared away. Go on, beg her to stay. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Bon, oui, nous sommes toujours avec Pascal Caillot, donc qui nous parle donc d'emploi, de formation, de diplôme. On a abordé donc dans la partie précédente donc un projet européen donc qui cherche à analyser donc les politiques locales en matière donc d'emploi des femmes sur le marché du travail à travers donc une étude menée un petit peu dans différentes villes d'Europe. Donc alors on n'a pas abordé donc dans la troisième partie, on n'a pas abordé donc le rôle de l'école dans ces facilités pour les femmes d'accéder au marché du travail, notamment la maternelle en France. Oui, parce que c'est une des particularités du système français et qui est intéressante à comparer avec les pays nordiques et notamment l'Allemagne. Qui a été remise en cause. Alors oui, qui fait beaucoup l'objet de discussion, même si ayant une autre casquette qui est celle de parent d'élèves dans un conseil d'école, quand on en a parlé récemment, on a très bien compris que le ministère depuis à peu près un an a remis ça complètement dans les cartons et qu'on n'entend plus parler du tout de cette remise en cause, à voir si ça ressortira éventuellement après les présidentielles. À l'heure actuelle, ce qui joue aussi dans le système français, c'est la place de l'école maternelle. C'est-à-dire quand les Allemands étudient le taux d'emploi des femmes, notamment pour celles qui ont des enfants, ils sont obligés de regarder jusqu'à 6 ans, puisque l'école ne commence réellement qu'à cet âge-là, et ils font face à des systèmes plutôt privés ou parfois communaux, mais qui sont orientés autour de la garde d'enfants pour les enfants de moins de 6 ans. Nous avons l'école maternelle. Ça, c'est intéressant aussi par rapport à la classification qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, ça donne un bon exemple. C'est-à-dire la maternelle, chez nous, c'est plutôt assuré par donc l'éducation nationale. Voilà. Alors ce après, que vous dites là, c'est qu'en Allemagne, il y a le recours plus au marché. Alors oui, les politiques de kindergarten sont les kindergarten en Allemagne sont des organismes plutôt de nature privée. Alors nous avons c'est l'éducation nationale derrière, sachant que l'école n'est pas obligatoire de 3 à 6 ans, 2 donc il y a des écoles privées et des écoles publiques qui gèrent cette non-obligation scolaire. Sauf que on constate dans la réalité que plus de 95% des enfants de 3 à 6 ans sont scolarisés, sachant même que en France, il faut bien spécifier, l'accueil est à 2 ans et pas à 3 ans. On voit bien l'idée de réforme justement des maternelles, on voit bien il y a une idéologie derrière. Effectivement, c'est de se dire c'est plus à l'État d'assurer la garde d'enfants, etc. Complètement. On voit bien. On en a vu quelques caricatures en disant est-ce qu'il est besoin de former à bac+5 pour s'occuper de torcher les enfants. Je cite, je m'approprie pas du tout ces propos. Mais le problème n'était pas vraiment là. Le problème, c'est de savoir si on assure. Voilà. Le choix français est de s'orienter vers ce système à partir de 3 ans d'un accueil scolaire ouvert à tous, gratuit. Et il sera intéressant d'étudier quelle est la place aussi sur les 3-6 ans de ce système scolaire sur le taux d'emploi des femmes, sachant qu'on a bien à l'idée le système allemand qui fait que le taux d'emploi des femmes
avant les 6 ans de l'enfant est assez faible et qu'on a un taux de natalité, alors c'est pas la seule explication, mais en Allemagne le taux de natalité est assez faible et on se retrouve avec des familles avec un enfant plus que deux. Cet aspect des choses, il y a aussi, à travers l'analyse de l'activité des femmes, il y a aussi l'impact aussi sur la fécondité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, nous, c'est aussi moi j'ai assisté à une conférence de Spin Andersen qui a du mal à expliquer pourquoi en France, par exemple, on a un taux de fécondité aussi élevé. Par rapport justement au taux de fécondité suédois où justement où il y a toutes les recettes pour faciliter. Alors en France, les dispositifs sont multiformes aussi sur ces questions c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'école, il y a aussi les allocs, il y a plein de choses qui favorisent. Oui. Et donc les politiques locales, notamment on verra peut-être des différences, il sera étudié selon les villes, la place des crèches, la place des gardes d'enfants, tous ces systèmes-là. Est-ce que ça a un impact sur cette question-là, qui n'est pas la question centrale. Bien sûr. Par contre, alors ça c'est une difficulté qu'on a avec un certain nombre de nos partenaires européens, c'est la question aussi de la place de la religion, de la culture, des opinions politiques, religieuses, etc. Alors nous c'est-à-dire nos partenaires danois ou allemands souhaitent introduire ce genre de questions dans l'enquête, savoir quelle est la religion des personnes, est-ce que ça a une influence sur leurs pratiques, notamment en termes de garde d'enfants, etc. C'est des questions qu'on va pas pouvoir poser, et on n'est pas les seuls pays, puisque les Italiens sont dans le même cas, puisque dans ce genre d'enquête, il va nous être interdit de demander dans les questionnaires l'opinion religieuse, l'opinion politique. Mais ça, donc ça renvoie à d'autres débats en France. Mais c'était quelque chose de très très important dans l'esprit des pays nordiques dans le projet et sur lequel on ne pourra pas creuser du fait du système français, mais du fait du système italien aussi. On n'est pas les seuls à être concernés par cette prohibition de questions. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter sur ce projet ou on peut passer sur ce projet la grosse partie de notre travail va être le questionnaire. On aura réellement d'indications qu'une fois que les 800 questionnaires auront été menés, auront été traités et auront subi une comparaison au niveau européen. Et là, il faut qu'on attende une bonne année pour voir se dessiner les premiers résultats. Mais on a déjà des éléments assez intéressants sur les descriptions institutionnelles des différents pays, sur justement la place qu'occupe le système d'allocation familiale, la place qu'occupe le système de l'école, la prise en charge de nos aînés, comme on dit dans le langage aujourd'hui, qui est à la charge du département. Donc là, on passe l'autre aspect, maternel, voilà. On va parler des maisons de retraite. On présente tout le projet, notamment les aides financières qu'il peut y avoir, la fameuse APA, qui je crois par contre a changé de nom récemment. APA, c'était l'aide personnalisée à l'autonomie. Voilà, c'est notamment c'est pour qui vient en aide aux personnes qui sont dépendantes, qui avait été institué par le gouvernement Jospin il y a maintenant plus de 10 ans. Toutes ces questions-là vont être abordées puisque derrière, quand on regarde le statut des salariés en France, les congés pour s'occuper d'un ascendant à charge en difficulté sont assez faibles et pas rémunérés. Donc on se pose la question de comment on vit, mais comment on nourrit sa famille quand on est obligé d'arrêter son activité. Donc là, l'impact des politiques locales peut être intéressant. On peut avoir 100 politiques locales différentes puisque ce sont les départements. Nous, on va étudier celle qui est appliquée en Loire-Atlantique pour savoir quel est l'accent qui est mis par la Loire-Atlantique autour de la prise en charge des personnes âgées et de l'aide aux familles. C'est ça, oui, parce que ça, c'est un autre problème. Parce que là, on a parlé précédemment donc sur l'impact des gardes d'enfants, etc. sur l'activité, mais quand on sait que la dépendance elle est prise en charge essentiellement par les femmes aussi, je veux dire, par les filles ou les belles filles, d'une part parce que il y a un lien particulier, puis aussi parce que elles ont une espérance de vie beaucoup plus élevée aussi. Mais donc ça aussi ça va rentrer en jeu, c'est-à-dire le fait que pour les aider ça joue aux deux sens, c'est-à-dire alors on a parlé de génération sandwich, c'est-à-dire il fallait à la fois s'occuper des enfants et s'occuper des parents, donc ça va être un vrai problème aussi. Oui. Alors ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les différentes politiques et si on ajoute celle de la formation, on voit bien que elles sont très orientées autour de leurs problématiques, c'est-à-dire comment on prend en charge les enfants, comment on prend en charge les personnes âgées et comment on fait de la formation, mais
a priori, aucune n'a en perspective la question particulière de l'emploi des femmes à travers ces politiques-là. C'est-à-dire que c'est évoqué au détour de quelques rapports parlementaires, mais ça ne fait pas l'objet d'un axe particulier des politiques locales que dire derrière, il y a l'emploi des femmes. Alors, c'est pour ça que c'est plus un effet indirect que l'on va essayer de constater dans ces politiques locales. Est-ce que ça a un impact sur l'emploi des femmes? Parce qu'on sait très bien que dans la pratique, ce sont les femmes qui vont assurer ces fonctions de garde d'enfants ou de prise en charge des personnes âgées. Et là, on rentre à plein dans ce que doit être un État-providence, un État protecteur, c'est-à-dire assurer à la fois donc la dépendance aux deux âges de la vie, c'est-à-dire l'enfance et la vieillesse. On est vraiment en plein dedans, et donc ça replace un petit peu votre travail. Ça nous permet aussi de faire le lien avec ce qui avait été dit par Denis Bouget sur le projet RECVOV, où là on avait effectivement c'était peut-être plus global, mais effectivement ça met l'activité féminine au centre de ces discussions, quoi. Tout à fait. Alors, bon, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors, pour terminer, je laisserai peut-être un peu libre cours à votre imagination ou vos préoccupations. Donc, on est en pleine période électorale. Donc, est-ce que vous, comment vous trouvez donc quelle est la place qu'occupent les préoccupations vis-à-vis des on a beaucoup entendu parler du pacte intergénérationnel de Hollande, le problème de chez à droite toutes les discussions qui ont été faites sur l'apprentissage, etc. Est-ce que qu'est-ce que vous inspire toutes ces discussions Sur cette campagne, on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens autour de ces questions-là. C'est un petit peu moins structuré qu'on a pu le voir sur des campagnes présidentielles précédentes, où il y avait des forts focus sur la question de la formation tout au long de la vie, la question de la formation continue pour les salariés. Là, par contre, ce qu'on voit quand même se dessiner, c'est la question des salariés âgés. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler aujourd'hui d'exonération de cotisations sociales permanentes pour les salariés âgés. On entend beaucoup parler de leur question de leur formation avec l'allongement de la carrière. Il y a sûrement une matière à négociation également des partenaires sociaux, parce qu'il faut pas oublier une chose dans notre système, c'est que toutes les grandes réformes autour des questions de formation professionnelle notamment, si c'est derrière, sont d'abord nées de la négociation des partenaires sociaux. Depuis 1971, c'est toujours un préalable de voir les partenaires sociaux négocier avant une grande réforme législative, et le seul gouvernement qui s'était risqué à procéder autrement, c'était le gouvernement Balladur en 1993, qui avait fait une réforme des systèmes de financement de la formation, et le fameux CIP. On sait tous comment ça s'est traduit par un fort mouvement social et par une forte réaction des partenaires sociaux. Donc, la présidentielle va sûrement donner des impulsions générales, mais ce sera également aux partenaires sociaux de négocier, comme l'ont annoncé un certain nombre d'ailleurs de candidats. Et comme aujourd'hui le Code du travail en fait obligation dans son nouvel article L1, en cas de réforme, en cas de projet de loi gouvernemental, même de proposition de loi d'un parlementaire traitant de la formation, de l'emploi ou du travail, invitation est faite maintenant aux partenaires sociaux de négocier d'abord un accord. À charge pour eux de dire oui, on veut négocier et dans quel délai, ou non, on ne négociera pas. Et c'est seulement après que le gouvernement et le Parlement reprennent leurs compétences pour légiférer. Donc, aussi bien le Code du travail que les pratiques antérieures montrent que ça va être aux partenaires sociaux aussi de se mettre sur le chantier de ces questions-là. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Pascal Caillot, je vous remercie d'avoir participé à animer cette émission avec moi. Merci de votre invitation. Et donc, voilà, nous nous retrouvons donc le mois prochain pour une nouvelle émission des Causeries de la MSH. Euradio Nantes vous a présenté les Causeries de la MSH. Réécoutez cette émission sur euradionantes.eu. Nantes.eu. 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 Nantes.eu.